Le mec, il a quand même une vie extraordinaire, Paul Doumer. Extraordinaire. Maintenant, je vais vous parler du sujet. En fait, le type est quand même chiant à mourir. Donc c'est aussi pour ça que personne n'a écrit dessus. Donc, on va commencer par ce que vous savez tous, et ce que je savais aussi. Paul Doumer, le 6 mai 1932, il est invité au Salon des écrivains anciens combattants. Il est à l'Élysée. C'est un type qui se lève tous les jours à 5 heures. Il est au bureau à 5h10. Il travaille du matin au soir et du soir au matin. Et il fait ça depuis sa naissance. C'est un homme qui s'est construit, on peut le dire en 2025, il s'est construit par le travail. Paul Doumer, il faut bien comprendre ça, c'est un homme qui s'est construit par le travail. C'est pas grossier de le dire. Je place ça comme ça. Et donc, Paul Doumer, 6 mai 1932, le type est chiant à mourir. C'est-à-dire qu'il ne boit pas, il ne fume pas, il ne baise pas. Il fait 8 enfants quand même. Mais ça s'est arrêté. Paul Doumer, vous voyez le perron de l'Élysée, il est invité à 15h. À 14h30 pour aller dans le 8e, il est déjà parti. Le type, il est d'une ponctualité hors norme. Je suis toujours en retard, Paul Doumer, il est toujours à l'heure. Vous voyez Paul Doumer qui sort du perron de l'Élysée, la voiture présidentielle est là, les motards sont là, la garde républicaine salue la sortie du président de la République, et les gens rient en disant « Mais quand même, t'es invité à 15h, il part déjà. Quelle ponctualité !» Le président Paul Doumer arrive au Salon des écrivains anciens combattants, hôtel Salon Rothschild. À 15h précises, il est sur le perron, il monte les escaliers, il voit son ami Claude Farrer, qui est le président du salon, un salon d'écrivains. Il voit son ami Farrer, il prend 2 stands, il paye lui-même. C'est-à-dire que, moi je pense que Paul Doumer est précurseur de la pensée du général de Gaulle, mais aussi de la vie et de la sobriété de l'État. C'est-à-dire qu'il paye lui-même. Il rentre au salon des écrivains, du salon des écrivains anciens combattants. Un premier coup de feu éclate, Paul Doumer, il prend une balle là, elle ressort là. Il prend une deuxième balle là, elle ressort là. Paul Doumer s'effondre, Claude Farrer s'interpose, prend une balle dans le bras. Un autre coup de feu est tiré, dévié par les services de sécurité du président de la République. Une balle va dans le plafond. On ne sait pas trop combien de coups de feu sont tirés. En tout état de cause, le président de la République s'effondre. Alors là, les femmes crient, certaines s'évanouissent. Le tireur est maîtrisé. Paul Doumer, il a une barbe blanche. C'est la mode à l'époque. La barbe est rouge de sang. Première erreur médicale, un médecin arrive sur le corps, se relève. Madame, monsieur, le président de la République est mort. Silence. Un autre médecin arrive, touche. Ah ben pas du tout, il est toujours vivant, on sent le pouls. Donc là, branle-bas de combat, on prend le corps du président, on le met dans la voiture présidentielle, une photo très connue où on essaye d'empêcher les photographes de photographier ça. Le président de la République part à l'hôpital Beaujon, qui est de l'autre côté. Pour votre entière information, le tireur, c'est un salon des écrivains anciens combattants. Le type, il est lynché sur place. On est obligé de maîtriser les écrivains, il est lynché, le mec il est tuméfié partout d'une tête comme ça. Voilà, on est obligé de sauver le tireur de la foule. Il ne faut pas oublier ce qu'est un salon d'écrivains. Paul Doumer arrive à l'hôpital Beaujon, Blanche Doumer appelle en disant «
je souhaite que mon mari ne soit opéré que par le professeur tel. Et donc, seconde erreur médicale, il est en intervention de l'autre côté de Paris, déjà en opération. Le temps d'arriver, le président de la République se vide de son sang. Paul Doumer n'est pas dans le meilleur état du monde. On lui fait des transfusions. Un interne de service aurait pu le sauver. Paul Doumer se réveille à un moment donné et voit son chef de cabinet, son ami qui est aussi médecin mais qui est le chef de cabinet du président de la République, le docteur Julia, et lui dit mais mon Julien, que s'est-il passé? Je ne sais pas pourquoi. Le docteur Julia, qui est son chef de cabinet à l'Élysée, lui dit Monsieur le Président, un accident de la route. Et Doumer répond, c'est quand même surprenant, ces gens-là me conduisent si bien habituellement. Il retombe dans les mains. Là, tout le monde l'opère, transfusion. Le président de la République se réveille une seconde fois. La Blanche Doumer est là, les médecins sont autour, Julia est toujours là aussi. Et le président de la République dit « Rassurez-moi, le tireur n'était pas français. » Donc, vous voyez, il se passe quand même quelque chose. Le président de la République perd connaissance, tombe dans le coma et meurt dans la nuit du 7. Il meurt le 7 mai 1932. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît. La République, Paul Doumer, élu en 31, tué en 32. C'était il y a quelques jours. Paul Doumer refuse, du moins Blanche Doumer refuse que son époux aille au Panthéon. Elle dira « Les Français me l'ont pris toute ma vie, laissez-le-moi ». C'est la vraie méritocratie républicaine. Paul Doumer est né à Aurillac. Pas du tout originaire de l'Aisne. Paul Doumer est né à Aurillac dans une famille très, très, très pauvre. Sa maman fait les ménages et son père, il n'est même pas cheminot, il est poseur de rails. Il naît dans une rue qui s'appelle rue des Tanneurs. Qui dit tanneur dit tannerie, qui dit tannerie dit mauvaise odeur. Paul Doumer, il naît au-dessus d'un débit de boisson. Les odeurs sont tellement fortes qu'il ne boira jamais de sa vie. Donc, c'est vraiment quelque chose chez lui d'important. Il ne boira pas de vin, madame, j'entends. Il boira de l'eau. Et Paul Doumer, ça c'est le truc assez extraordinaire, c'est que son père se fait la malle. Et comme beaucoup d'Auvergnats à l'époque, sa maman quitte Aurillac pour Paris. Et elle va faire les ménages à Belleville. Et Paul Doumer, donc, fait partie de ces gens, ce qu'on a appelé l'exode rural pour Paris. En fait, son papa ne se fait pas vraiment la malle. Paul Doumer arrivera à cacher ça toute sa vie. Assez extraordinaire, il n'y avait pas Facebook. Hein. En fait, son père, on l'a appris, son père est déporté parce que communard. Et Paul Doumer arrivera à cacher ça toute sa vie. Donc Paul Doumer arrive à Paris. Certificat d'études, sa vie s'arrête là. Il est né très très pauvre. Il est pauvre. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il devient coursier et ouvrier graveur dans une usine qui s'appelle, un atelier qui s'appelle Robineau. Je pense, moi c'est ce qui m'a plu chez lui, qu'il n'y a pas président de la République qui a un tel destin, qui est né si pauvre. Paul Doumer, il a été président de la République, il vient d'un milieu extrêmement défavorisé. Et chose extraordinaire, sa vie
aurait pu être celle-là. Et Paul Doumer, par le travail, va réussir à gravir tous les échelons de la méritocratie républicaine. Je cite Paul Doumer. Ouvrier graveur, il s'inscrit au cours du soir. Le cours finit, presque toujours à 22 heures. Il me fallait regagner mon domicile à Belleville. Quelle que soit la longueur de la route, je la parcourais rapidement sous l'aiguillon de la faim. Et le lendemain, de grand matin à la besogne, je travaillais avec ardeur dans mes livres, en attendant que 6h30 viennent m'obliger à reprendre le chemin de l'atelier. J'avais prodigieusement travaillé à ma table le matin vers 3h, avant 3h. Je ne quittais les cours que pour gagner mon usine, et je les reprenais à la première minute de répit. Telle fut ma vie pendant 6 ans. Il veut s'en sortir, il travaille à l'usine, et le soir, il va au cours du soir et il travaille la nuit. La volonté de s'en sortir, par le travail, le mérite. Et Paul Doumer, il rencontre une jeune fille qui s'appelle Blanche. Et c'est aussi pour ça que je suis très heureux d'être ici. Encore merci François. Blanche Richel, dont le papa est originaire, la famille est originaire des parents Richel de Soissons. Donc, Paul Doumer, il a quand même un petit lien avec l'Aisne, c'est Blanche. Il tombe très très amoureux. Le papa de Blanche Richel, Clément Richel, il est inspecteur de l'éducation nationale. Le type, il a une petite forme de snobisme quand même. Il dit à un gendre ouvrier graveur, ma fille mérite mieux. Et il dit, le père Richel, il dit à Paul Doumer, vous n'épouserez ma fille que si vous devenez bachelier. Très beau père. À l'époque, bachelier, c'est 1% de la population française. Chose, le bac. Il devient bachelier. Il va voir son beau-père. Son beau-père lui dit, non mais bachelier c'est bien, mais licencié ce serait mieux. Et bien Paul Doumer, il devient licencié en mathématiques. Il deviendra même par la suite licencié en droit. La force du travail, la force de la volonté chez Paul Doumer. Il épouse Blanche, qui devient Blanche Doumer, la Soissonnaise. Qu'est-ce qu'on fait à l'époque quand on est bachelier, licencié en mathématiques? Paul Doumer devient professeur. C'est déjà quelque chose. Les hussards noirs de la République. Il est nommé à Mende, en Lozère. C'est pas la Côte d'Azur, quoi. Donc, Paul Doumer, il va en Lozère. Il a un côté exceptionnel, c'est qu'il est envoûtant. Il fait 30 km à pied, 30 km pour revenir, pour aller prendre le train, pour aller voir Blanche qui est restée à Paris. Il dort tout habillé. C'est un type un peu exalté, hein, quand même, pour gagner du temps. Il n'y a pas de douche à l'époque. Hein. Bien, Paul Doumer, c'est un peu loin, Mende-Lozère. Donc il demande sa mutation, il est nommé à Remiremont, dans les Vosges. La rapproche, mais bon, c'est non, pas non plus. Il est mal noté par son inspecteur de l'éducation nationale. C'est un type vraiment exalté, c'est un peu au Captain McCaptain dans le cercle des poètes disparus, il va monter sur la table, faire des trucs. Il est mal noté. Paul Doumer, il prend sa lettre de démission, il l'envoie, il dit c'est fini l'éducation nationale pour moi, je ne veux plus en entendre parler.
n'a pas d'argent, il n'a pas de fortune personnelle, vous l'avez compris, il est très très pauvre. Un peu exalté. Paul Doumer, il vient en vacances à Soissons, chez ses beaux-parents Richel. Il rencontre, chez ses beaux-parents, pendant les vacances d'été, deux personnalités qui vont considérablement changer sa vie, que tout le monde a oublié. Mais tout le monde. Au département de l'Aisne, vous avez deux petites salles qui portent leur nom. C'est les salles des sous-commissions. C'est le truc. Henri Martin et William Waddington. Personne, ça mérite un livre, hein, William Waddington aussi. Personne ne sait qui c'est. Et chose essentielle sous la Troisième République, Waddington et Henri Martin vont proposer à Paul Doumer d'intégrer la franc-maçonnerie. Passage quasi obligé sous la Troisième République pour qui souhaite avoir un engagement. Paul Doumer, il fait, encore une fois, pas les choses à moitié. C'est-à-dire que là où certains sont membres d'un atelier, Paul Doumer, il va être membre de 5 ateliers maçons, en même temps. Là, on n'a pas parlé d'idées. Mais il faut bien que vous compreniez quelque chose. Paul Doumer, c'est du coup la gauche républicaine, laïque, anticléricale, mais il entre dans un atelier franc-maçon qui s'appelle Alsace-Lorraine. Vous savez que l'Alsace-Lorraine a été occupée, la guerre de 70 perdue. Paul Doumer n'est pas revanchard, hein, mais il s'inscrit dans un atelier maçon qui s'appelle Alsace-Lorraine, les territoires oubliés, perdus de la République. Il y a cette dimension patriotique chez Paul Doumer, essentielle, et vous comprendrez pourquoi. Paul Doumer, c'est ça. Waddington et Henri Martin lui disent « on va te trouver quelque chose ». Il devient responsable d'un journal local. La presse est essentielle à l'époque, aujourd'hui toujours aussi, mais à l'époque, il n'y a pas d'autre moyen pour faire passer ses arguments et ses idées. Il devient responsable d'un journal qui s'appelait le Courrier de l'Aisne. Il commence à Saint-Quentin et il quitte Saint-Quentin et s'installe à Laon. Au passage, pour bien comprendre quelle est la vie de Paul Doumer, il est quand même saisi de ses meubles. Donc, il a de vraies difficultés financières, la vraie pauvreté. Il s'inscrit localement dans un engagement anticlérical, du moins républicain, et pour une école laïque. Il y a des élections, il devient conseiller municipal, puis premier adjoint du maire de Laon. Et là, il se passe un premier événement politique. Il y a des élections législatives. Paul Doumer décide d'être candidat. Alors, la première circonscription de l'Aisne, qui est celle de Laon-l'Affaire. Paul Doumer est candidat aux élections législatives pour le camp républicain. Ça va bien se passer pour lui parce qu'il a en face de lui une personnalité politique nationale que tout le monde a aussi oublié, qui est le général Boulanger. Le général Boulanger, c'est entre Jean Lassalle, le général de Villiers, un peu Coluche, il se suicide sur la tombe de sa maîtresse en Belgique. Voilà, c'est une fin particulière, mais c'est un type pour qui tout le monde vote. C'est la personnalité pendant 3 ans en France pour lequel tout le monde vote. Et le général Boulanger est candidat à Laon, contre Paul Doumer. Enfin, c'est plutôt Paul Doumer qui est candidat contre le général Boulanger. Et le général Boulanger, à l'époque, peut être candidat dans plusieurs circonscriptions législatives en même temps en France. Il est candidat à 50 places en même temps. Et il gagne partout. Et il décide finalement de ne pas être élu dans l'Aisne. Et donc Paul Doumer est élu député de l'Aisne. Paul Doumer, il est
un parlementaire de seconde zone que personne ne connaît, mais il a gagné. Alors là, il se fait que des amis. Il milite pour l'instauration de l'impôt sur le revenu. Donc il n'a que des potes. Il est battu au bout d'un an. Paul Doumer devient... Il est un peu repéré par la franc-maçonnerie, Léon Bourgeois. Il devient chef de cabinet du président de la Chambre des députés, Charles Floquet. Il devient chef de cabinet de Charles Floquet à Paris. Là, il gagne un peu plus sa vie, mais c'est quand même pas la folie. Il est locataire, il fait des allers-retours en train. Sa vie est un peu compliquée, familialement. Personnellement, c'est une vie... tout en étant membre de 5 ateliers francs-maçons en même temps, voilà, il ne regarde pas Netflix. Il y a une circonscription dans laquelle il peut être candidat, dans Lyon. Quand Paul Doumer se fait parachuter dans Lyon, et il gagne. Donc Paul Doumer devient député de Lyon, tout en étant élu local dans l'Aisne. Tout est possible. Je dis pas ça parce que... Paul Doumer est, vous l'avez compris, quelqu'un qui n'est pas très facile. Et à l'époque, quand on a des différends politiques, souvent avec la presse, on règle ça en duel. Alors Paul Doumer, vous l'avez compris, il est né très très pauvre. Donc le pistolet, l'épée, c'est quand même pas trop son truc. Donc très courageux, il se fait blesser à chaque fois, il perd tous ses trucs. Mais il y retourne. Paul Doumer se fait réélire député de l'Aisne. Il devient ministre des Finances. Il est pour l'impôt sur le revenu, donc il fait tomber chaque gouvernement. Il est très borné comme type. Ça aurait pu être la vie d'un parlementaire de seconde zone du département de l'Aisne. Voilà, qui a été ministre, ça aurait pu s'arrêter là. Paul Doumer, il s'inscrit dans deux visions. Évidemment, les chiffres, l'impôt sur le revenu, la protection sociale, la protection du travailleur. Et il s'inscrit dans un autre courant, qui est quand même dominant à l'époque. Il ne faut pas oublier ça. Le courant colonial. La France doit faire chanter nos ancêtres les Gaulois à Brazzaville. La France est grande partout, la France est la même pour tous. Paul Doumer s'inscrit dans ce courant idéologique de la Troisième République, de Jules Ferry, très Troisième République, hein, c'est un homme de son temps. Il s'inscrit là-dedans. C'est un truc assez exceptionnel, c'est qu'en Indochine, les gouverneurs généraux, on parle même d'holocauste, ne supportent pas le climat. Le gouverneur général de l'Indochine meurt. Paul Doumer va à l'Élysée, il est plutôt radical de gauche, il va à l'Élysée, centre droit. Paul Doumer n'est rien, un parlementaire ancien ministre, il va à l'Élysée, il viole le président de la République, il sort de l'Élysée, il est gouverneur général de l'Indochine. C'est devenu une personnalité exceptionnelle en France. Il est gouverneur général de l'Indochine. Il ne prévient pas ses amis politiques. C'est-à-dire que Émile Combes apprendra par le journal officiel la nomination de Paul Doumer comme gouverneur général de l'Indochine. Il trahit son camp, il devient gouverneur général de l'Indochine. Tous les gouverneurs généraux sont morts en exercice. Là, il faut quand même le dire à Blanche. Voilà, ma chérie, on part en Indochine. Blanche Doumer, elle est soissonnaise, Saigon, Hanoï, j'ai rien contre les Soissonnais, hein, mais elle achète, c'est vous dire la mentalité de l'époque, une canne pour partir, pour taper les chiens.
parce qu'on lui a dit qu'il y avait beaucoup de chiens errants, et donc pour éviter les maladies, elle achète une grande canne pour taper les chiens. Le drame aussi, c'est que Paul Doumer, il fait de la politique localement, il n'a pas d'argent, et à l'occasion j'en parle parce qu'on est dans l'Aisne, d'un grand banquier républicain à Coucy-le-Château, Paul Doumer qui déteste bouffer, qui déteste boire, qui ne boit pas, qui déteste bouffer, qui déteste les banquiers, qui déteste la vie politique que moi j'aime, c'est-à-dire passer des bons moments avec les gens. Paul Doumer, il déteste ça. Donc il ne va pas au banquier républicain à Coucy-le-Château, il met du temps pour y aller, et il passe à Anizy-le-Château. Et à Anizy-le-Château, pour ceux qui connaissent la région, c'est comme chez vous à Soissons, ce sont de très belles pierres, très belles maisons. Et Paul Doumer trouve une maison à Anizy-le-Château, qui est le rêve d'un enfant pauvre, 8 fenêtres, des chambres pour tous ses enfants. Parce que Paul Doumer, il ne fait pas l'amour, mais il a quand même 8 enfants. Et il loue cette maison, parce qu'il n'a pas les moyens de l'acheter. Il accède au gouvernorat général d'Indochine. Ils prennent le bateau à Marseille. Au large de Malte, ils croisent le bateau avec le corps de son prédécesseur. Là, Blanche Doumer, les enfants Doumer, les fils, restent chez un ami à Saint-Quentin, mais les filles partent en Indochine. Il n'a pas 8 enfants à l'époque. Et là, Paul Doumer, il va en Indochine avec tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il a en Indochine tous les pouvoirs de la République. Il a une mission du gouvernement et du président de la République, une mission. L'Indochine est déficitaire. À l'époque, les colonies coûtaient de l'argent à la République. L'Indochine est déficitaire. Paul Doumer a une mission, rétablir les finances publiques. Si vous ne rétablissez pas les finances publiques de l'Indochine, la République bazarde l'Indochine. L'Indochine, c'est immense. Immense. Et Paul Doumer a cette mission, et il a un objectif, c'est rétablir les comptes de l'Indochine. On baisse les dépenses et on augmente les impôts. Donc Paul Doumer, il arrive en Indochine, il se fait que des ennemis. Mais que des ennemis. C'est-à-dire que le gars, il ne bouffe pas, il ne boit pas, il ne fait pas de cocktail, il ne fait pas de dîner mondain. Il y a la garden party du gouverneur général où il est en blanc, vous imaginez, avec l'écharpe tricolore. C'est tout. Il ne fait pas une soirée, pas un cocktail, rien. Il arrive en Indochine, il met des impôts sur tout. Tout. Je ne le dis pas dans le livre, mais il y a même une carte que vous devez porter sur vous pour rappeler aux officiers de police que vous êtes à jour de vos impôts. Si vous n'avez pas cette carte comme quoi vous êtes à jour de vos impôts, vous êtes amendable. Paul Doumer, c'est quoi la fortune de l'Indochine? Alors vous allez me dire, le caoutchouc, le riz... Non, Paul Doumer, il voit plus grand. Qu'est-ce qui peut faire qu'on redresse financièrement une colonie comme l'Indochine? Il fait une régie de l'opium. C'est-à-dire que sur les paquets d'héroïne, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge. Et là, c'est la cash machine. Vous imaginez, madame, on arrive dans 2 ou 3 quartiers perdus de la République, on prend le cannabis, on met ça sur un bon paquet, bleu, blanc, rouge, et on vend. Ben, on va faire de l'argent. Hein. Donc Paul Doumer, en 5 ans, il redresse financièrement l'Indochine, à telle enseigne qu'elle est excédentaire. On gagne de l'argent. Paul Doumer, il prend un bateau, il fait l'aller-retour à Paris, seul, il va voir le président de la République, il lui dit maintenant, ça rapporte, moi je veux un grand emprunt national. Et on va faire le Trans-Indochinois, parce que Paul Doumer, il a une passion, c'est le train. Donc on va faire 3000 km de voies ferrées. Il convainc l'auditoire, il fait 2 ou 3 dîners, et l'État français va donner un grand emprunt national à Paul Doumer pour faire le Trans-Indochinois. C'est-à-dire qu'il est parti là-bas en disant ça coûte de l'argent, il redresse financièrement les comptes et il repart
avec un grand emprunt national pour faire le trans-indochinois. Il fait des trucs. Il est un peu exalté quand même. Donc il décide d'envahir la Chine. Là, on lui dit, on va peut-être arrêter, hein. C'est déjà grand l'Indochine, on va peut-être arrêter. Donc l'ambassadeur de France à Pékin dit, là on a quand même affaire à un con en Indochine, il faut quand même le calmer. Donc on dit à Paul Doumer, non, on va s'arrêter là où on est, pas besoin. Et donc Paul Doumer, au bout de 5 ans, se dit, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il y a des élections législatives anticipées en métropole. Paul Doumer envoie sa démission, prend le bateau, 3 semaines de bateau, est candidat aux élections législatives dans l'Aisne. Il revient. Alors, pour ceux qui font régulièrement leur devoir citoyen, vous savez, vous recevez la semaine avant les élections la profession de foi avec le bulletin. Vous savez, quand on est candidat et qu'on fait une profession de foi, chaque mot est pesé, on doit faire attention à tout. Paul Doumer, il revient en métropole, il est candidat ici dans l'Aisne et il dit « Vous savez qui je suis, vous savez quel est mon parcours, vous connaissez mes idées, faites-moi confiance. » 4 lignes. Et il est élu. Paul Doumer quitte l'Indochine française, il a redressé la situation financière, il se fait réélire député de l'Aisne. C'est une personnalité nationale incontestable. C'est devenu quelqu'un. Localement, il a gagné un peu d'argent en Indochine. Il s'achète sa maison d'Anisy-le-Château. Il achète même le verger à côté, vous voyez, il devient un propriétaire foncier. Il a réussi. Enfin, on pourrait penser qu'il a réussi. Pour lui, ce n'est pas assez. J'en parle brièvement, mais Paul Doumer fait quand même un peu de politique politicienne. C'est-à-dire qu'il ne parle pas d'une affaire qui a quand même été essentielle sous la Troisième République, c'est l'affaire Dreyfus. Paul Doumer ne prend pas parti. Il est en Indochine. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà. Voilà. Donc Paul Doumer, on sait qu'il a été plutôt Dreyfusard, mais il ne prend pas parti. Nous sommes en 1904. Paul Doumer s'est déjà fâché avec son départ en Indochine, avec son camp plutôt de gauche, radical. Il se passe quelque chose qu'on a complètement oublié, qui est l'affaire des fiches. Vous avez, avec au gouvernement le ministre de la Défense, ministre des Armées à l'époque, système de fichage avec la franc-maçonnerie des officiers français, non pas sur leurs compétences ou leurs qualités, mais sur leurs idées ou leurs confessions ou leur philosophie. Paul Doumer n'y croit pas trop au début, il comprend même que c'est plutôt les officiers français qui sont fichés parce que francs-maçons. En fait, il comprend à la fin, il se dit, mais non, en fait, ce sont les francs-maçons qui fichent les officiers avec le ministère pour casser dans leur avancement des officiers français sur leurs idées politiques. Et Paul Doumer, ce qui compte pour lui, c'est quand même d'avoir une armée qui soit capable, à un moment donné, de mener le combat contre le voisin allemand, prussien. Il ne comprend pas ça, il prend la parole publiquement en disant que c'est un scandale, et il est exclu de la franc-maçonnerie. C'est un moment important pour lui parce que il est une personnalité nationale, mais il est exclu de la franc-maçonnerie pour ça. 1905, il est candidat pour être président de la Chambre des députés, il est élu. C'est le Yaël Braun-Pivet de l'époque. Il est de gauche, républicain, même s'il est plus en accord avec son camp, il est quand même... Ce sont ses idées. Paul Doumer ne vote pas la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Quand même surprenant. Il dira que président de la Chambre des députés doit avoir un rôle transpartisan. Tout état de cause, il ne vote pas une loi pour laquelle il a beaucoup milité.
Paul Doumer, en 1906, il est candidat à l'élection présidentielle, qu'il perd, contrairement à Fallu. La vie politique de Paul Doumer s'arrête, si vous voulez. Il aurait pu s'arrêter là. 1906, il a tout perdu. Il a voulu aller trop vite, trop loin peut-être, mais en tout cas, il perd tout politiquement. Il se lance un peu dans les affaires. Mon épouse n'aime pas cette expression, elle dit que c'est pas français. Il fait de l'argent. Devient administrateur de société. J'en parle très peu parce que c'est pas ce qui m'intéressait chez lui. Moi, j'essaye de faire un essai biographique de vulgarisation de la vie de Paul Doumer, donc je choisis un peu ce qui m'intéresse. Là, il fait un truc assez exceptionnel. Il est quand même conseiller général d'Anizy-le-Château. Il l'a été pendant 27 ans. Ça laisse rêveur quand on est conseiller départemental. Il décide, Gérard Larcher, qui a la gentillesse de préfacer mon livre, dit chose extraordinaire. Il est candidat aux élections sénatoriales en Corse. Il n'a jamais été en Corse de sa vie, il est élu. La force de Paul Doumer, je n'en parle pas dans le livre, je pense qu'en Indochine, il a quand même été avec des expats corses. En fait, la vie de Paul Doumer, pour moi, elle commence là. La méritocratie républicaine, le travail et la Première Guerre mondiale. Paul Doumer, il a été président de la Chambre des députés. Et moi, c'est ce qui m'a plu chez lui. C'est pour ça que j'ai écrit sur lui. C'est l'élite qui montre l'exemple. Paul Doumer, il est ancien président de la Chambre des députés, sénateur, il est président de la Commission des finances du Sénat. Paul Doumer, il aurait pu faire. Il a 5 enfants, 5 fils, 3 filles. Il aurait pu faire très facilement en sorte que ses fils soient nommés sous-préfet de Vendée. Paul Doumer, à partir de 1914, considère que ses fils doivent être en première ligne, comme n'importe quel Français. Paul Doumer, vous connaissez l'ordre de Joffre. Septembre 1914, à partir d'aujourd'hui, chaque Français mourra sur place plutôt que de reculer. Paul Doumer, c'est pas Émile Drian, c'est pas Pierre Loti, c'est un monsieur un peu gymnaste. Moi j'ai appris, voilà, c'est un enfant pauvre, je ne sais pas comment il a monté à cheval en Indochine, je ne sais pas comment il a appris à monter à cheval, mais je veux dire, c'est pas... je l'imagine très mal dans une tranchée. Paul Doumer, il va voir le général Gallieni, il lui dit « Mon général, toute ma vie, j'ai su commander, faites-moi faire n'importe quoi, je saurai obéir. » Paul Doumer organise la défense militaire avec le cabinet civil de Gallieni de la défense de Paris en 1914. Comme tout bon gouvernement, le gouvernement part à Bordeaux. Doumer souhaite rester à Paris pour défendre Paris. Premier coup politique de contre-offensive, de propagande militaire, Doumer réquisitionne les taxis parisiens pour la célèbre bataille des taxis de la Marne. Moi, je ne savais pas ça, mais on doit ça à Doumer. Et Doumer, je ne savais pas ça non plus, fera en sorte que les taxis parisiens soient rémunérés de leurs courses. Comme n'importe quelle course de bourgeois de Paris, les 5000 hommes sont envoyés dans la Marne, les taxis payés, c'est la contre-offensive, bataille de la Marne. Paul Doumer, le gouvernement de Bordeaux considère que Doumer tente un coup d'État, donc Doumer lâche un peu tout ça. Il fait une guerre comme n'importe quel parlementaire de territoire occupé à défendre
évidemment la souveraineté économique et militaire. Si vous voulez, une fois de plus, sa vie publique aurait pu s'arrêter là, celle d'un homme d'État qu'il est devenu, mais elle va prendre une autre dimension avec la guerre de 14. C'est en pleine séance du comité de ravitaillement que la dépêche annonciatrice de la mort d'André est remise à Doumer. Vous imaginez la scène quand on apprend à Bush que les tours du World Trade Center sont touchées. Doumer qui la lit, la replie, avant de reprendre et d'achever la réunion. Alors seulement, tandis que tout le monde s'est retiré, Paul dit à son secrétaire « J'apprends qu'un de mes fils vient d'être tué. Le gouverneur Gallieni est en tournée. Je vous prie de lui dire que je vais cette nuit rejoindre ma femme en Touraine. Il ne faut pas que la pauvre mère apprenne par un autre la mort de notre enfant. Je serai rentré demain soir. » Paul Doumer, il a 5 fils. Le premier est tué. Le second, René, sort d'une tranchée en chargeant et prend une balle dans la cuisse, qu'on y tenu la journée avec la cuisse blessée. La blessure s'infecte. René Doumer aura beaucoup de difficultés à remarcher. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut se battre en 1914 et qu'on ne peut plus marcher? René Doumer devient aviateur. Il devient un as de l'aviation. Chose extraordinaire, et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce travail, c'est que moi, ma ferme est à Aguilcourt. Et René Doumer, il meurt dans le village à côté de chez moi, près d'Aurainville. Je ne le savais pas avant de commencer à travailler sur Paul Doumer. Le fils de Paul Doumer, il est mort à côté de chez moi, dans le champ à côté. Je trouve le travail extraordinaire. Alors, je suis élu local, donc on voit le maire d'Aurainville et on se dit on pourrait faire un truc, quoi. Et donc on a fait une rue René Doumer à Aurainville. Oui, quand on fait un engagement local, on se dit qu'on peut faire des trucs qui ont du sens. Donc René Doumer est tué, les Allemands lui rendent les honneurs militaires, il est enterré à Asfeld dans les Ardennes. J'ai été au cimetière d'Asfeld et en fait Paul Doumer fait rapatrier tous les corps de ses fils au cimetière de Vaugirard. Le troisième fils de Paul Doumer à être tué dans la contre-offensive Mangin en 1917 au-dessus de la forêt de Villers-Cotterêts. As de l'aviation aussi. Le quatrième fils de Paul Doumer, médecin, est gazé sur le champ de bataille. Il meurt au Val d'Ajol de ses blessures. Le cinquième fils de Paul Doumer, l'aîné, Fernand, Saint-Cyrien, est le seul à survivre. Les suites de la guerre auront sur lui comme conséquence un divorce et le fait de ne plus parler beaucoup à ses parents. Je pense qu'on n'imagine pas ce qu'étaient les suites d'une guerre, ces hommes-là. Paul Doumer, il a 5 fils, il en perd 4. Fernand n'évoque plus du tout Fernand après. Paul Doumer, il a 3 filles. Et il a une fille qui meurt de chagrin. Je suis convaincu qu'elle s'est suicidée, mais de chagrin, ça revient au même. Donc Paul Doumer, il sort de la guerre, il a perdu 4 fils, une fille. Tout le monde en France sait ce qui est arrivé à la famille Doumer. C'est-à-dire que quand la mère du général de Gaulle, qui n'est pas général à l'époque, vient le retrouver sur le quai de la gare des camps, parce que le général de Gaulle, vous savez, est prisonnier en Allemagne après sa blessure à Verdun, tous les fils de Gaulle sont revenus en 1918. Et Madame de Gaulle, mère, va voir ses fils en leur disant « Nous allons tous à Lourdes prier, parce que nous n'avons pas vécu le drame de la famille Doumer. » Donc Paul Doumer, en 1918,
Nous sommes dans l'Aisne. Vous allez à Anisy-le-Château, vous avez le 4 noms des fils d'Homère sur le monument aux morts. Vous allez à Laon, vous avez les 4 noms des fils d'Homère sur le monument aux morts. Et on n'évoque pas la filière. Paul Doumer, il sort de la guerre de 14. Il dira à sa belle-fille dans un courrier « Je n'imaginais pas qu'on puisse autant pleurer ». Madame Doumer ne sortira plus jamais de son boudoir, qui est devenu un mausolée pour ses fils. Il sort de 1918, vous savez, nous sommes dans l'Aisne, donc j'en parle, Coucy-le-Château. Paul Doumer fait une loi pour interdire la reconstruction du château de Coucy, pour rappeler aux générations futures ce qu'a été notre Oradour-sur-Glane et ce qu'ont été les Allemands en 1917 et 1918 dans l'Aisne. Paul Doumer, il est élu du département de l'Aisne. Il est évidemment sénateur de Corse, mais il va reconstruire notre département, qui est le département le plus sinistré de France. J'en parle parce que nous sommes ici, mais un accord de jumelage avec Haiphong, ce qui fait que l'Indochine va payer la reconstruction d'un village comme Chavignon pour 500 000 francs. Donc ouais, il fait des trucs, quoi. Et Paul Doumer, il sort de 1918. Ça n'a jamais été un ardent défenseur de la réconciliation franco-allemande, mais alors là, en 1918, si vous voulez, il faut que l'Allemagne paye. Donc l'Allemagne réclame, on réclame à l'Allemagne avec le traité de Versailles près de milliards de marques or. Doumer considère que l'Allemagne doit payer 200 milliards. Et je dirais même que là, pour le coup, son cœur parle plus que sa raison. C'est-à-dire qu'il faut que l'Allemagne paye. Les Allemands doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Et il ne faut pas qu'on oublie ce que les Allemands ont fait. Il travaille à la reconstruction de notre pays, notamment de notre département de l'Aisne. C'est aussi la période des présidences pour Paul Doumer. C'est-à-dire qu'on ne peut rien refuser à un homme qui a tout perdu. Donc Paul Doumer devient réélu 3 fois sénateur de Corse. Il était élu 4 fois président du conseil départemental de l'Aisne. Il devient président du Sénat. Il est réélu à 4 reprises aussi président du Sénat. Paul Doumer refuse d'être président du conseil. Il ne veut pas être président d'un parti. Il s'inscrit comme un homme national. C'est une personnalité éminente de l'après-guerre. Tout le monde connaît évidemment le drame de la famille Doumer. Le président Gaston Doumer ne souhaite pas se représenter à l'élection présidentielle. Paul Doumer décide d'être candidat à l'élection présidentielle. Pour moi, il est à l'initiative d'une certaine pensée gaullienne. Politiquement, il est plus du tout ce qu'il a été par le passé. Il croit profondément à la souveraineté économique de notre pays, à la souveraineté militaire. La France ne peut être qu'un grand pays si elle est puissante. Donc il faut réarmer. Paul Doumer est candidat à l'élection présidentielle. Vous le savez, l'élection présidentielle à l'époque, c'est la réunion de la Chambre des députés et du Sénat en Assemblée nationale à Versailles. Et Paul Doumer, avec Blanche Doumer, va faire campagne. Blanche Doumer ressort de chez elle, elle fait les dîners, elle fait les cocktails, ils font campagne. Et Paul Doumer a un candidat qui est pour le coup le strict opposé de lui. C'est-à-dire que Paul Doumer ne boit pas, ne fume pas, ne baisse pas. Il est candidat contre Aristide Briand. Et Paul Doumer gagne l'élection présidentielle. Le jour de l'élection, la presse lui dit « Mais est-ce que vous êtes favorable à la paix ?» Et Paul Doumer répond à la presse « Vous savez, je sais ce que la guerre m'a coûté. » Paul Doumer est un président de la République complètement oublié. Que le présidentiel soit allégé pour pouvoir serrer des mains aux Français. Paul Doumer, et j'en parle très peu, mais est victime d'une première tentative d'assassinat par un Italien à Rambouillet. Il est empoisonné à une autre époque. Il ne boit pas, il ne fume pas. Il survit à son empoisonnement. C'est une vie extraordinaire.
Ce qui m'a plu chez lui, c'est cette méritocratie républicaine, cette volonté de s'en sortir par le travail. Et je dirais, ce qu'il y a de plus important pour moi chez Paul Doumer, c'est qu'en fait de passion, Paul Doumer n'en avait qu'une, la France. C'est un plaisir pour nous. Oui, on a des familles très bizarres aussi, Voilà. qui ont eu beaucoup de malchance. Ouais. Vous compreniez pourquoi j'ai écrit sur Paul Doumer. Donc je vais vous dire qui je suis et vous comprendrez. Je suis fils unique. Mon papa est agriculteur. Je suis la quatrième génération à avoir repris notre ferme familiale qui est un peu plus loin que Soissons, qui est entre Laon et Reims, au bout du chemin des Dames, côté de Guignicourt, qui est l'ancien canton de Neufchâtel-sur-Aisne, pour ceux qui connaissent un peu notre département. Je suis fils unique et mes parents m'ont toujours dit le monde agricole traverse de vraies difficultés. Tu ne pourras pas vivre de notre exploitation agricole. Donc il faut que tu fasses autre chose. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont issus du monde agricole, mais chère madame, vous êtes mon meilleur public. Et en fait, si vous voulez, vous avez beaucoup de familles où il y a beaucoup d'enfants. Moi, mes parents ont souhaité n'avoir qu'un enfant pour que je puisse reprendre cette exploitation agricole familiale. J'ai fait du droit, j'ai fait 5 ans de droit. Je voulais être avocat pénaliste. C'est très drôle puisque mon voisin au Salon du Livre est Monsieur Charrière et son frère est une vraie star du barreau. C'est le bâtonnier Charrière-Bournazel. Donc c'était très drôle d'être à côté de lui. Lui, il a écrit sur Clovis et moi j'ai écrit sur Paul Doumer. C'est assez drôle. Et je fais 5 ans de droit pour être avocat. Je travaille en cabinet d'avocat, en stage, et mon patron me dit très gentiment que je ne pourrais jamais être un grand avocat si je n'y consacre pas ma vie à temps plein. Et avoir une ferme à côté, pour lui, c'était impossible. Si on n'est pas à 7 heures au cabinet et qu'on ne finit pas à 21 heures, on ne peut pas être un bon avocat. Roland Dumas disait même qu'il fallait être à 5 heures au cabinet, parce qu'entre 5 heures et 9 heures, vous travaillez et personne ne vous emmerde à vous appeler au téléphone. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et donc, mes parents me poussent à faire du droit, je fais du droit, je fais mes 5 ans de droit. Et à cette époque, comme boulot d'étudiant, je deviens assistant parlementaire. Je travaille pour une personnalité de la région Champagne-Ardenne qui est le professeur Jean-Claude Etienne. Alors pour un certain nombre d'entre vous, c'est une personnalité assez connue puisqu'il était rhumatologue, chef de service, professeur de médecine aux universités de Reims, député, puis sénateur, président de région. Et je l'accompagne une partie de sa vie. Je travaillais après pour son successeur. Et Jean-Claude Etienne me dit enfin, tu ne vas pas faire assistant parlementaire toute ta vie. Et mon patron me dit mais tu ne peux pas faire ça. Donc soit tu te fais élire et tu deviens parlementaire, ou soit tu trouves un vrai boulot. Il y a des gens qui font assistant parlementaire pendant 30 ans, donc c'est un vrai boulot. Hein. Mais ça n'était pas vraiment pour mon patron. Lui, médecin. Et je cherche un boulot compatible avec l'exploitation agricole que je suis amené à reprendre, que j'ai repris depuis 7 ans. Et je deviens, mon cher Max, et je deviens généalogiste successoral. C'est-à-dire que je retrouve des héritiers partout dans le monde. On leur fait signer un contrat de révélation et un mandat pour les représenter, et on règle la succession avec un notaire pour défendre leurs intérêts. Et parfois, ce sont des gens qui sont, la plupart des cas d'ailleurs, totalement ignorants de la succession dont ils héritent. Donc je fais beaucoup de droits de succession, je gère le patrimoine de gens qui ignoraient avoir ce patrimoine, et je règle la succession. Parce qu'en France, vous le saurez, notamment depuis Paul Doumer,
le premier héritier, c'est l'État. Donc je fais ce travail, je suis à côté agriculteur, à Aguilcourt, entre Laon et Reims, sur une exploitation céréalière. Et à côté de ça, je suis depuis mes 18 ans élu dans ma commune. Jusque-là, ça n'a aucun intérêt pour vous et vous vous dites pourquoi il nous parle de tout ça. Je suis élu dans ma commune depuis mes 18 ans, je suis maire adjoint, vice-président de communauté de communes, et il y a quelques années, un peu plus de 3 ans maintenant, je fais le choix d'être candidat pour être conseiller départemental, ce qu'on appelait conseiller général. L'Union de l'Aisne a la gentillesse de titrer Paul Mougenot, l'enfant du pays. Et je gagne. Ce cocktail d'installation au département et vous l'avez compris, rue Paul Doumer, à Laon, vous avez à l'entrée de la salle des délibérations du conseil départemental un buste de Paul Doumer, très beau buste de Raymond Sudre. Rue Paul Doumer, un buste de Paul Doumer. Je suis comme vous, hein. Je sais qu'il a été président de la République et je sais qu'il a été assassiné. Pour être parfaitement honnête, ça s'arrête un peu là. Et là, je fais comme tout le monde, je prends mon téléphone et je regarde sur Wikipédia. Je me dis, putain, le mec, il a quand même une vie extraordinaire, Paul Doumer. Extraordinaire. Du coup, je regarde la bibliographie, les sources. Il n'y a presque personne qui a écrit sur Paul Doumer. Je l'ai fait en 3 ans. Voilà. C'est ça la véritable histoire. Mon livre s'appelle Paul Doumer, le dernier président assassiné. Alors je composé, qui est une très belle maison d'édition. Je dis, moi je veux bien aller chez vous, mais je veux que mon livre s'appelle Paul Doumer, l'insoumis. Moi je signe chez vous si c'est Paul Doumer, l'insoumis. Donc mon contrat avec ma maison d'édition, c'est Paul Doumer, l'insoumis. 2 semaines avant le bon à tirer, mon éditeur m'appelle. Il dit, voilà, je voulais te dire, Paul Doumer, l'insoumis, c'est pas possible. Si tu écris un livre qui s'appelle Paul Doumer, l'insoumis, ça marchera pas. Mais alors du coup, comment mon titre... Ah bah monsieur, les gens ils connaissent Paul Doumer parce qu'il a été assassiné, parce que ça a été le dernier président assassiné. Ton titre ce sera Paul Doumer, le dernier président assassiné. Oui, mais enfin c'est quand même pas pour ça que j'ai écrit sur lui, ça m'intéresse pas l'assassinat. Ah mais c'est pas compliqué, hein. Il faut que ton premier chapitre ça parle de l'assassinat et que le titre parle de l'assassinat, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, le dernier président assassiné, j'ai parlé de l'assassinat, tout ce qui ne m'intéressait pas chez Paul Doumer,